Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une édition spéciale sur les derniers développements et les dernières situations dans le monde et en Égypte. Et on commence par le président Al-Sisi qui a participé au sommet du G20 où il doit prononcer le discours de l'Égypte. Il aborde les efforts de l'Égypte visant le développement et les défis affrontés par les pays en voie de développement. Le chef de l'État aborde aussi la vision d'Égypte concernant le renforcement de la collaboration pour faire face à ces défis. Le président Al-Sisi traite également la situation régionale et la crise par laquelle passe le Moyen-Orient, surtout avec l'instabilité et l'escalade israélienne en Palestine et au Liban, ainsi que les efforts égyptiens visant la restauration de la stabilité dans la région. Et voici les détails. Le sommet aborde cette année un certain nombre de thèmes prioritaires pour les pays en développement, notamment l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté et la faim. C'est la 4e participation de l'Égypte au sommet du G20 depuis sa création en 1999, après les sommets présidentiels chinois en 2016, japonais en 2019 et indien en 2023, ce qui reflète le respect accordé par la communauté internationale à l'Égypte sur la scène politique et économique mondiale. Selon un communiqué de la présidence de la République, le sommet aborde aussi la réforme des institutions de gouvernance mondiale et la transition énergétique dans le contexte du développement durable. Le président Sisi prononce des discours qui porteront sur les efforts de développement déployés par l'Égypte, les défis auxquels sont confrontés les pays en développement pour atteindre les objectifs de développement durable, particulièrement dans le contexte des fluctuations internationales actuelles sur les plans politiques et économiques, ainsi que sur la vision de l'Égypte en ce qui concerne la nécessité de renforcer la solidarité et la coopération internationale pour surmonter ces défis. Le chef de l'État aborde également les crises liées à l'instabilité régionale et l'escalade guerrière israélienne en Palestine et au Liban, ainsi que les efforts déployés par l'Égypte pour rétablir la stabilité au Moyen-Orient. Le sommet comprend le lancement officiel de l'Alliance mondiale contre la pauvreté et la faim, une alliance internationale lancée par le Brésil dans le cadre de sa présidence du G20 qui vise à promouvoir l'inclusion sociale et à éradiquer la pauvreté et la faim en mobilisant des ressources financières et des connaissances pour accélérer des efforts mondiaux de lutte contre la pauvreté et la faim, comme le prévoient les objectifs de développement durable. En marge du sommet, le président Sisi doit également s'entretenir avec un certain nombre de dirigeants mondiaux pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales, les mécanismes visant à améliorer la coopération internationale dans le domaine de la réalisation des objectifs de développement durable. Les dirigeants devraient adopter une déclaration à l'issue du sommet. Une délégation égyptienne dirigée par l'ambassadeur Raji El-Etrebi, ministre adjoint des Affaires étrangères, le représentant de l'Égypte auprès des BRICS et du G20, avait participé le 11 novembre aux réunions préparatoires des représentants des dirigeants du G20 tenues à Rio. Et mesdames et messieurs, en marge des travaux du sommet du G20, le président Abdel Fattah el-Sisi et le président brésilien Lula da Silva ont lancé un communiqué conjoint pour restaurer un partenariat conjoint entre les deux pays, et ceci à la lumière du 100e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Brésil. Et voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ont annoncé le communiqué conjoint pour lancer un partenariat stratégique entre la République arabe d'Égypte et la République fédérale du Brésil, à la lumière du 100e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Brésil, caractérisé par le renforcement de la diversité et l'approfondissement des relations bilatérales, ainsi que par les liens d'amitié qui unissent les peuples des deux pays, tenant compte du fait que les deux pays sont membres des BRICS, qui est un groupe fondé sur l'esprit de respect, de solidarité et de compréhension mutuelle entre ses membres, et en confirmation de la volonté des deux pays de travailler ensemble pour consolider la paix, promouvoir un système international plus représentatif et plus juste, renouveler et réformer le système multilatéral, parvenir à un développement durable et à une croissance globale, affirmant la priorité que les pays attachent à la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités au niveau local et international, tout en soulignant également l'engagement des deux pays à renforcer les voies d'intégration régionale qu'ils partagent et à faire progresser le commerce et la coopération entre les pays du Sud.
exprimant son engagement à renforcer et à élargir les relations bilatérales et la coopération dans tous les domaines d'intérêt commun, faisant référence au mémorandum d'accord entre l'Égypte et le Brésil concernant la création d'un mécanisme de dialogue stratégique signé le 27 décembre 2009 et au mémorandum d'accord concernant le lancement de consultations politiques entre l'Égypte et le Brésil signé le 9 décembre 2003, ainsi qu'à l'accord portant création d'un comité mixte de coordination égypto-brésilien signé le 7 mars 1985. Selon ce communiqué, les deux pays ont décidé de lancer un partenariat stratégique entre la République arabe d'Égypte et la République fédérale du Brésil, fondé sur l'engagement envers les principes stipulés dans la Charte des Nations Unies et renforcer le dialogue et la compréhension grâce à l'intensification des relations diplomatiques ainsi qu'à concentrer les besoins du développement social et économique entre les deux pays, de renforcer les consultations et la coordination sur les questions de l'agenda bilatéral, et de défendre la promotion du multilatéralisme et réformer les institutions internationales, en particulier l'architecture financière mondiale et l'ONU, et d'intensifier la coopération dans les domaines politiques et diplomatiques, dans les domaines de la paix, de la sécurité, de la défense, de l'économie et du commerce, ainsi qu'élaborer un plan d'action par la voie diplomatique qui identifie les initiatives nécessaires à la mise en œuvre du partenariat stratégique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier, avant le début de la conférence de presse à Rio de Janeiro, les dirigeants des pays du G20 à assumer leur leadership pour aboutir à un résultat positif dans les négociations de la conférence sur le climat, le COP29, à Bakou. Un commentaire. Je suis préoccupé par le rythme des négociations à la COP29 à Bakou, a indiqué Antonio Guterres lors d'une conférence de presse à Rio de Janeiro où il participera lundi et mardi au sommet des principales économies mondiales. L'échec n'est pas une option, a-t-il martelé. Un résultat positif à la COP29 reste à la portée de main, mais il exige le leadership et des compromis des pays du G20, a lancé M. Guterres. À mi-chemin de la COP29, les négociations entre pays riches et plus pauvres sont actuellement bloquées à Bakou, en Azerbaïdjan, compliquant le travail des ministres de près de 200 États attendus en deuxième semaine. Après une semaine de tractations intenses sous l'égide de l'ONU, la dispute reste intense sur la manière de mobiliser les 1000 milliards de dollars, voire plus, jugés nécessaires pour aider les pays en développement à réduire leur dépendance au pétrole et s'adapter aux catastrophes climatiques. Les pays pauvres réclament un effort supplémentaire des Occidentaux qui, de leur côté, jugent pour la plupart des ordres de grandeur irréalistes pour leurs finances publiques. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20, 19 pays ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine doit tenir une séance plénière mardi sur les enjeux climatiques pour son deuxième et dernier jour. J'en appelle aux leaders du G20 pour qu'ils donnent des instructions claires aux négociateurs à Bakou pour parvenir à un accord absolument essentiel sur le nouvel objectif financier global à Bakou et aussi au Brésil, a exhorté le secrétaire général des Nations Unies. Les projecteurs sont naturellement sur le G20, dont les pays représentent 80% des émissions globales de gaz à effet de serre, a-t-il insisté. Selon lui, tous les pays du G20 doivent faire un effort supplémentaire. Et pour aborder le sujet de ce sommet du G20, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ahmed El-Lissi Nassif, qui est consultant international de gestion et de l'économie. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Alors, quels sont les dossiers les plus importants qui étaient au menu des discussions des deux leaders concernant l'économie? Tout d'abord, c'est très important de comprendre l'importance du G20. Le G20, ça représente presque 85% du GDP de l'économie mondiale. 85%. Donc ça, c'est un point énormément important. Et notamment, ça fait presque 75% aussi de commerce international. Donc 75% de ce qui se passe dans le monde commercialement parlé, ça se passe à travers les pays de G20. De là, on peut comprendre l'importance que son Excellence, le président Sisi, a insisté, malgré la distance entre l'Égypte et le Brésil, d'arriver, d'être présent lui-même personnellement à ce groupe. Et notamment, bien sûr, quand on dit le groupe de BRICS, le B dans le groupe de BRICS, ça c'est pour le Brésil.
Donc, c'est un événement qui est énormément important. Et là, le président a été présent lui-même personnellement à ce forum. Là, les points qui sont très importants de discussion, et son Excellence le Président a présenté ça dans son discours, que maintenant on a la situation régionale au Moyen-Orient. On a les guerres qui sont en train de se passer un peu partout dans la région, juste autour de l'Égypte, que ce soit la guerre civile qui est en train de se passer au sud, dans le Soudan, ou celui qui se passe en Libye, ainsi les atrocités israéliennes malheureusement qui sont en train de prendre place à Gaza et encore au Liban et même notamment en Syrie. Et en plus, le contrôle d'un groupe extrémiste du Yémen. Donc là, on a une situation énormément fragile, énormément dangereuse pour la paix et qui est en train de renforcer la pauvreté, surtout dans la région, et notamment la pauvreté mondiale, un peu plus profondément qu'on aimerait avoir. Donc là, son Excellence président Sisi a présenté que sans que tous les pays des G20 et des autres pays aussi qui ont pas mal de puissance, et ils donnent un soutien très important et une aide pour arrêter toutes ces atrocités qui sont en train de se passer dans la région, on risque de profondir le gap qu'on a dans la pauvreté, et au lieu que l'objectif était de renforcer ou réduire la pauvreté mondiale, on va partir dans la direction opposée, ce qui n'est pas vraiment très acceptable. Donc là, le président a souligné cette direction que ces pays doivent tous jouer un rôle pour ramener la paix dans la région une deuxième fois. Et les relations stratégiques entre l'Égypte et le Brésil remontent à 100 ans. Alors comment vous voyez le partenariat entre les deux pays, le partenariat stratégique et le partenariat économique surtout, et comment trouver une solution gagnant-gagnant, surtout en ce qui concerne les relations économiques? Pour commencer avec, c'est très important que même que le Brésil est un peu loin de l'Égypte, mais si on regarde, jette un coup d'œil très rapidement sur l'économie brésilienne, on trouve que le Brésil, c'est un pays énorme. Littéralement, le Brésil est plus que le double de l'Égypte en population. Ils sont dans les presque 220, plus ou moins, millions de population. Mais même avec ça, ils ont un GDP qui est presque 5 fois celui de l'Égypte. Ce qui veut dire que la part, ce qu'on appelle per capita, ou la part personnelle de chaque citoyen au Brésil, lorsque c'est une population assez grande que ça, assez importante, est beaucoup plus élevée que celle de l'Égypte. Donc là, le Brésil est un modèle énormément économique, énormément intéressant pour l'Égypte. C'est pas un modèle, par exemple, disons l'Amérique ou quelque chose comme ça, où ce sont des pays qui ont déjà arrivé à une certaine stabilité, à une certaine richesse. Alors, on doit voir maintenant un échange de vues, de politique économique entre l'Égypte et le Brésil. Ou l'Égypte et le groupe des BRICS en général. Absolument. Et le Brésil aussi, c'est un pays énorme, mais c'est un pays d'une classe moyenne, si vous voulez. Presque 80% plus de citoyens sont en classe moyenne, qui est très similaire, si vous voulez, de la structure égyptienne. C'est pas une capitalisme ou un système, c'est pas capitaliste à 100%, mais aussi c'est pas un socialisme, c'est quelque chose au milieu, et ça aussi c'est plus ou moins ce qu'on voudrait avoir en Égypte. Donc c'est une histoire de réussite, si vous voulez, que on aimerait bien adopter et savoir comment on peut répéter ce genre d'expérience, si vous voulez, dans notre économie. Et surtout que le Brésil aussi est
est très active sur la production locale, notamment pour les industries poids lourds. Donc, ils font des voitures, des autobus et pas mal d'autres produits qui sont normalement, l'Égypte était en train jusqu'à pas très long, était en train de dépenser pas mal de son devise internationale pour les importer. Donc là, on a vraiment pas mal d'échanges qu'on peut avoir, d'un échange de savoir-faire, de technologie, qu'on peut vraiment en profiter de l'expérience brésilienne. Et qu'est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'Égypte, profiter au Brésil dans cet échange? Surtout, le Brésil avait un intérêt, si je ne me trompe pas, surtout des produits qui existent en Égypte, par exemple le coton égyptien. Les textiles égyptiens sont quelque chose qui peut être très valeureux pour nos confrères en Brésil. On a déjà un échange assez important avec eux dans cette direction, mais aussi parce que le climat égyptien, est-ce que pas mal des produits d'agriculture qu'on a ici en Égypte ne sont pas là-bas. Donc là, on peut avoir une bonne opportunité pour que le Brésil soit un marché assez important. Imaginez-vous d'un marché avec 220 millions habitants, avec un pouvoir d'achat qui est presque 3 fois celle de l'Égypte. Donc c'est quelque chose qu'on doit viser et avec un potentiel énorme. D'accord. Docteur Ahmed El-Lissi Nassif, merci pour votre explication. Je répète que vous êtes expert en économie, vous êtes consultant international de gestion et de l'économie. Merci. Et on enchaîne avec le programme. Le président Abdel Fattah el-Sisi a publié une déclaration présidentielle en sa qualité de leader de l'Union africaine dans le dossier de la reconstruction et du développement post-conflit. Le président Sisi a annoncé le lancement des activités de la 4e édition de la semaine de sensibilisation de l'Union africaine à la reconstruction et au développement post-conflit qui se tiendra du 18 au 24 novembre sous le titre de stratégie et voies de coopération conjointe afin de mettre en œuvre efficacement la politique de reconstruction et de développement post-conflit de l'Union africaine. Le président Sisi a souligné que les succès des efforts visant à construire et à maintenir la nécessité, le développement d'une approche stratégique africaine pour prévenir les conflits et construire et maintenir la paix, ce qui a été réalisé grâce à la modernisation et au développement de la politique de reconstruction et de développement post-conflit de l'Union africaine, qui a été approuvée par les dirigeants africains lors du sommet de l'Union africaine en février dernier. Le président Sisi a également affirmé son engagement personnel à continuer de faire son mieux en coordination avec les dirigeants africains, la Commission de l'Union africaine, les acteurs régionaux et les partenaires internationaux afin de répondre aux aspirations légitimes des peuples du continent et atteindre les objectifs de l'agenda africain. Et on passe au Liban où les écoles étaient fermées à Beyrouth au lendemain de frappes israéliennes meurtrières qui ont visé le cœur de la capitale libanaise, tuant le responsable média du Hezbollah, mouvement pro-iranien contre lequel Israël est en guerre ouverte depuis fin septembre. Nouvelle frappe sur divers secteurs du sud du Liban, a rapporté l'agence libanaise d'information ANI. Les écoles publiques et privées et les institutions d'enseignement supérieur privées qui assurent des cours en présentiel resteront fermées jusqu'à mardi inclus, selon un communiqué du ministère libanais de l'Éducation. Le système éducatif au Liban est déjà affecté par les raids israéliens visant le Hezbollah, avec le déplacement de nombreuses familles et la mise à disposition d'établissements scolaires pour les accueillir. La fermeture des écoles de la capitale intervient au lendemain de la mort dans une frappe aérienne israélienne dans le centre de Beyrouth du principal porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif.
L'armée de l'occupation israélienne, dans les raids aériens massifs depuis le 23 septembre, ont largement décimé la direction du mouvement, a confirmé dimanche avoir tué ce responsable. La frappe a fait aussi 4 morts, parmi lesquels une femme et 14 blessés, incluant 2 enfants. La seconde frappe dimanche soir sur le quartier commerçant de Mar Elias a fait 2 morts et 13 blessés. Dans la bande de Gaza, les frappes d'occupation israélienne menées sans relâche depuis plus d'1 an ont fait au moins 60 morts selon la défense civile du territoire assiégé en proie à un désastre humanitaire. La frappe la plus meurtrière a eu lieu dans la nuit à Beit Lahia dans le nord sur un bâtiment de 5 étages, a déclaré le porte-parole de la défense civile Mahmoud Bassal. La guerre dans la bande de Gaza qui a déplacé la quasi-totalité de la population de quelques 2 400 000 habitants a fait au moins 43 846 morts, en majorité des civils selon le ministère de la Santé. Et pour mieux aborder ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique. Bonsoir Dr Raouf. Bonsoir. Alors comment vous voyez le chaos qui sévit au Liban et à Gaza? Comment stopper ces atrocités? Stopper, c'est un mot déjà très difficile. Oui. Malheureusement. Oui, malheureusement. C'est-à-dire, on a beau faire des efforts, l'Égypte n'a pas cessé d'exercer des pressions politiques, diplomatiques et tout, mais le Premier ministre israélien, il prend les choses personnelles et il sait que si jamais la guerre s'arrête, son avenir est complètement détruit. Alors, il peut absolument essayer de continuer pour peut-être aboutir à une victoire, une grande victoire, ce qui ne va jamais arriver, pour essayer de garder ce poste le plus long possible. Malheureusement, on a vu ce qui arrive au Gaza, ça ne s'arrête pas, sans précédent, ça ne s'arrête pas. Et ce qui arrive maintenant, pas au sud même du Liban, mais à Beyrouth, ou dans les autres villes, c'est une chose, même si on appelle ça atrocité, non, c'est encore plus. C'est un mot qui peut décrire ceci. Vraiment, c'est des choses incroyables. Et comme je viens de dire, la communauté mondiale est très faible. Il n'y a aucune pression. On ne sent pas qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse même à arrêter ce qui arrive. C'est malheureux, c'est triste, et nous n'avons qu'à prier pour que les choses s'améliorent et espérons bien que ça s'arrête un de ces jours prochainement. Les dirigeants du monde ont beau faire des sommets, des colloques, des réunions pour arriver à une solution à la crise à Gaza et au Liban, mais sans résolution. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire selon votre opinion? Selon mon opinion, je dis ça, j'ai un espoir que peut-être comme M. Trump est au pouvoir d'ici 2 mois, et il dit, il fait ce qu'il a promis. Plusieurs fois qu'il va stopper la guerre. Il a promis plusieurs fois d'arrêter la guerre. Oui. Je pense que c'est la seule personne dans le monde entier qui peut avoir, disons, un mot là-dedans. Alors, nous espérons, avec M. Biden, je ne m'attends pas à quelque chose, mais avec M. Trump, nous espérons bien que, si jamais il garde ses promesses, il va sûrement arriver à une conclusion pour arriver tout ce qui arrive, non seulement à Gaza, mais probablement ailleurs, et justement se concentrer, comme il l'a dit, sur l'Amérique elle-même, et peut-être espérons bien que d'ici janvier, nous allons voir un avancement. Mais moi, je ne suis pas optimiste qu'on puisse arriver à quelque chose de mieux ces jours-ci.
malheureusement. Malheureusement, oui. Oui. Docteur Ouf Ghaffar, merci pour vos éclaircissements. Une petite pause, mesdames et messieurs, et je reviens avec le sport. À la une du sport, la sélection égyptienne de football a poursuivi ses préparatifs pour sa rencontre contre le Botswana mardi prochain sur le stade de la défense aérienne. Il s'agit du 6e et dernier tour des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025 tenue au Maroc. Après son match nul 1-1 au 5e tour face au Cap-Vert, l'équipe nationale a terminé ses rencontres au groupe C sans défaite et s'est placée en tête du classement. Et voici plus de détails dans ce compte-rendu. Accroché par un vaillant Cap-Vert 1-1, l'Égypte reste leader du groupe, tandis que les requins bleus voient leur espoir de qualification s'envoler. En déplacement à Praia, l'Égypte a été tenue en échec par un combatif Cap-Vert. Ce résultat lui permet de conserver confortablement la tête de son groupe. Malgré un match disputé, les Pharaons poursuivent leur parcours solide, tandis que les requins bleus voient leurs espoirs de qualification s'envoler. Les Pharaons sereins et se maîtrisent, imposant leur rythme, frustrant une équipe capverdienne incapable de se montrer dangereuse en première période. Ce match nul satisfait l'Égypte qui conforte sa place de leader et scale le destin du Cap-Vert. Malgré leur performance honorable face aux favoris du groupe, les requins bleus ne pourront pas rattraper le Botswana assuré de terminer devant eux grâce à un meilleur bilan en confrontation directe. هنرجع على ايه؟ Et si vous vivez dans la région de Fostat depuis quelques années et jusqu'à présent, ou si vous avez passé un jour par cette région, vous n'auriez jamais imaginé un jour que cette région touchée par le chaos et la non-planification serait un jour une des destinations touristiques les plus prisées parce qu'elle relie le passé au présent. Si vous vivez dans la région de Fostat depuis quelques années jusqu'à présent, ou si vous avez passé un jour par cette région, vous n'auriez jamais imaginé un jour que cette région touchée par le chaos et la non-planification serait un jour une des destinations touristiques les plus prisées parce qu'elle relie le passé au présent. Cette région se transformera bientôt en un élan civilisation culturelle sans précédent qui assure de nombreux emplois jeunes. Ce qui se passe actuellement en Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi est inimaginable, et même l'Égypte vers une époque d'or. Des projets nationaux et des méga-projets nationaux qui se réalisent ça et là, du travail jour et nuit, des routes qui s'étendent de l'Est à l'Ouest pour faciliter la circulation des citoyens. Au milieu de tous ces exploits, l'Égypte n'a pas négligé la valeur esthétique et donc a développé le Caire crédivial et lui a redoré le blason. Aujourd'hui, elle se développe dans la région des parcs de Fostat au cœur du Caire pour ajouter à la beauté du pays. Ce projet est le plus grand du Moyen-Orient d'une superficie de 500 fedans. Il se situe au cœur du Caire historique et est considéré comme un regard sur l'histoire éternelle et immortelle de l'Égypte. Ce projet grandiose comporte le développement des jardins de Fostat qui, à leur tour, renfermeront plusieurs activités qui ravivent le patrimoine égyptien à travers les différentes étapes historiques, pharaoniques, coptes, islamiques et modernes. Ils renfermeront également des activités culturelles, commerciales, du service et d'hôtellerie, ainsi qu'un théâtre à ciel ouvert. C'était tout, mesdames et messieurs, pour cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Restez sur NAL TV International pour Direct et Achof Massoud.